C'est l'heure du second débat de ce Sens Public, débat volontairement décalé de l'actualité du jour. Gros plan sur Édouard Philippe, que l'on vous propose, la personnalité politique préférée des Français. Premier des sondages depuis qu'il a quitté Matignon en juillet 2020. Est-ce suffisant pour devenir président de la République en 2027? Quelles sont ses faiblesses, ses atouts, ses réseaux? Avant d'en débattre, première analyse en images sur sa stratégie avec Jérôme Rabier. Il a quitté la lumière de Matignon depuis presque 4 ans et préfère désormais travailler dans l'ombre. Édouard Philippe n'apparaît plus que pour les sorties imposées comme le lancement de la campagne des européennes de la majorité ou encore le salon de l'agriculture. Mais hors caméra, le maire du Havre ne chôme pas et multiplie les visites de terrain, comme récemment à La Réunion, en Mayenne ou encore dans le Maine-et-Loire. Une position, une nature, un goût naturel pour les territoires et la France, un peu de ce qu'appelait Chirac, la France des sous-préfectures. Donc le territoire, le terroir, aller voir les gens de là où ils vivent. C'est vraiment s'enraciner dans la France des territoires. Donc si c'est une stratégie peut-être, en tous les cas c'est un goût assez naturel de quelqu'un qui est d'abord un maire. C'est dans la même veine qu'il construit patiemment son parti Horizon, lancé en 2021. On y retrouve le maire de Nice, Christian Estrosi, les ministres Christophe Béchu et Catherine Vautrin, et une assemblée des maires, nombreux qui l'ont rejoint. Des comités locaux sont montés et le parti revendique désormais 25 000 adhérents. Le sénateur Louis Vogel est chef du pôle ID, chargé d'alimenter Édouard Philippe sur toutes les thématiques. 375 bénévoles dans 25 groupes de travail. Ça va de la santé à l'éducation, passant par l'enseignement supérieur, la décentralisation, l'agriculture, qui travaillent pour faire des propositions qui sont relayées dans les territoires, dans nos comités locaux, pour essayer de construire quelque chose qui ne soit pas hors sol, et qui répondent aux défis qui attendent notre pays dans les années qui viennent. Loyal à Emmanuel Macron, mais complètement libre, selon une formule souvent répétée par ses troupes. Édouard Philippe est pour l'instant en retrait, mais pour ses partisans, pas de doute, il coche toutes les cases en vue de 2027. Il y a un immense couloir politique qui va de la droite modérée jusqu'au centre-gauche. Et ce couloir-là, en fait, le couloir des modérés. Et ce couloir, je pense que Édouard l'incarne particulièrement bien. Certains évoquent une nouvelle étape pour Édouard Philippe après les élections européennes, surtout si la majorité est distancée par le Rassemblement national. Mais pas certain que le maire du Havre veuille déjà s'exposer si loin de l'échéance de 2027. Édouard Philippe, ses atouts, ses faiblesses, ses réseaux. On en débat tout de suite avec Franck Morel. Bonsoir. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon et puis de plusieurs ministres. Et vous êtes expert à l'Institut Montaigne. Mathilde Sirot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Thomas. Mathilde, vous êtes rédactrice en chef du service politique du magazine Le Point. Marcelo Westfred, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Heureux de vous accueillir, chef adjoint au service politique du Parisien aujourd'hui en France. On est également en duplex avec Laure Salvin. Bonsoir Laure, bienvenue à vous, directrice générale de Verian, ex-Kantar Public, et Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Franck Morel, quand Édouard Philippe était à Matignon, il pensait déjà à l'Élysée ? C'est dur à dire. En tout cas, je me référais à une citation célèbre, je crois, de Pompidou, qui disait ça, justement. Georges Pompidou avait raconté qu'il avait commencé à penser à l'Élysée le jour où il avait gravi les marches d'escalier de l'hôtel Matignon. Très franchement, je ne sais pas s'il y pensait en arrivant le jour de son arrivée à Matignon. Ce qui est certain, c'est que au fil du temps, au fil de la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, et puis au fil aussi du constat que sa personne, la manière dont il s'exprime, les idées qu'il peut pousser rencontrent une certaine résonance, cette idée, si elle n'était pas dans son esprit dès le début, peut lui être venue assez rapidement, ce qui est assez naturel. Ce qui est assez naturel, Mathilde Sirot. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné une dimension politique lors de ces 3 années passées à Matignon ? À n'en pas douter, Édouard Philippe, avant de rejoindre Emmanuel Macron, était une figure des Républicains, enfin de l'UMP puis des Républicains. Emmanuel Macron l'a fait Premier ministre
Alors que finalement, avec Alain Juppé, si Alain Juppé avait été élu président, il n'aurait peut-être pas été à Matignon, peut-être comme simple ministre. Emmanuel Macron l'a propulsé à Matignon. Il est resté quand même 3 années, au tout début des années Macron. Donc évidemment, les Français l'ont découvert, et l'ont découvert aussi dans un moment très particulier, on va certainement en parler, le Covid, où là, il a assumé de douter, il a assumé une parole aussi de vérité, et c'est là où, pour lui, il a engrangé aussi des galons, on l'a vu dans les sondages de popularité, et depuis, il est resté d'ailleurs personnalité politique préférée des Français, ce qui n'est pas négligeable. Je dois tout à Emmanuel Macron. Je crois que la phrase Gabriel Attal l'a prononcée. Édouard Philippe aurait peut-être pu la prononcer, Marcelo Echeverri, quand il a été nommé. Il est totalement inconnu des Français, il faut s'en souvenir. Il est maire du Havre, mais bon, c'est pas une personnalité politique nationale. Est-ce qu'il a quand même profité de son passage à Matignon pour se démarquer petit à petit du président de la République ou pas, d'après vous? Alors, au début, souvenez-vous, sa première intervention le soir de son élection, il va aux 20h de France 2 et il dit « Je suis de droite ». Rappelons-nous que le logiciel d'Emmanuel Macron, il avait été élu sur le dépassement de la gauche et de la droite. Donc, dire « Je suis de droite », c'était déjà une façon de dire voilà. Et parce qu'il était conscient que si Emmanuel Macron avait fait appel à lui, c'est qu'Emmanuel Macron savait qu'il aurait à commencer à se tourner vers la droite, qui est... C'était embryonnaire à l'époque, c'est aujourd'hui devenu l'histoire, enfin le scénario tel qu'il était écrit aujourd'hui tous les jours. Donc il a commencé déjà à cultiver cette toute petite différence, pas plus, hein, parce que il est quand même resté extrêmement loyal. Loyal mais libre. Loyal et libre, c'est ce qu'il a toujours dit. Alors il est de plus en plus libre dans les nuances, mais c'est vraiment au moment du Covid et au moment où il sent qu'il commence à être sur un siège éjectable parce que sa popularité commence à faire un peu d'ombre au président de la République, que là il commence à faire entendre une voix légèrement dissonante. Alors on va regarder, il y a une dimension évidemment, quand on parle d'Édouard Philippe, c'est cette dimension chouchou des sondages, la formule est facile. Dernier baromètre Verian Epoca pour le Figaro Magazine sorti le 29 février. La question, souhaitez-vous voir ces personnalités jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir? Édouard Philippe en tête qui progresse, 43%, plus 4 points. Alors derrière on a un trio d'extrême droite, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal, et ensuite 2 ministres d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Laure Salvin, je me tourne une première fois vers vous. Sur quel socle politique repose cette popularité, si on rentre un peu plus dans le détail? Alors, je dirais même que c'est au-delà de la popularité, parce qu'effectivement, nous, ce qu'on mesure, c'est la cote d'avenir, c'est-à-dire est-ce que Édouard Philippe doit jouer un rôle en France à l'avenir? Eh bien, vous avez donc 43% des Français qui nous disent que c'est le cas. Donc, il y a non seulement une popularité qui est bien installée, mais il y a aussi quelque part une projection dans l'avenir avec Édouard Philippe. Alors, on ne sait pas exactement à quelle place, mais en tout cas, une place de premier choix. Ce qui est intéressant quand on regarde la structure d'image d'Édouard Philippe, c'est effectivement qu'il a une assise électorale potentielle assez large. Il séduit au centre droit, au centre gauche, et on voit même que certains écologistes pourraient être attirés par effectivement une candidature d'Édouard Philippe. Donc, il a un socle très fort et très massif à droite, dans la droite traditionnelle, on pourrait dire, mais ce socle-là s'étend et s'élargit au centre-gauche et centre-droit, et c'est ça qui est assez marquant quand on le compare notamment aux autres personnalités politiques de droite. Effectivement, c'est lui qui rassemble le plus quelque part les Français aujourd'hui. Alors il y a une question que je voudrais qu'on évacue assez vite dans ce débat, mais dont il faut quand même à mon avis parler, c'est l'image, le physique d'Édouard Philippe. Je vous propose de regarder 3 photos entre le Premier ministre de 2017, celui de l'été 2020 et puis le candidat non officiel à la présidentielle de mars 2024. C'est quand même frappant, hein, pardon de m'attacher à l'image, mais c'est aussi ça la politique. On a presque l'impression que c'est pas le même homme. Vitiligo, alopécie lui ont fait perdre cheveux, barbe et sourcils. Alors c'est un physique dont il plaisante. Ça lui a d'ailleurs valu le prix 2023 de l'humour politique avec cette réplique. C'était sur le plateau de Quotidien il y a 1 an. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Bon, voilà, ça c'est l'humour d'Édouard Philippe. Est-ce que
c'est quand même pas rien dans la vie d'un homme ou d'une femme de vivre une telle transformation physique. Vous l'avez un peu vécu de l'intérieur, ça. Alors oui et non, parce que quand il était à Matignon, il y a eu le blanchissement un petit peu de la barbe vers la fin, mais le gros des effets qui se voient se sont manifestés par la suite. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il a géré cette transformation physique avec une ligne de conduite qui, à mon avis, est importante et qui correspond bien à sa nature. C'est en ayant le souci de la plus grande transparence dès le début et de la dédramatisation de ce que l'on pouvait tirer comme conclusion. Faire autrement, ça se voyait. Ça se voyait, mais c'était important précisément, parce qu'effectivement, quand on voit cette transformation, on ne pouvait pas empêcher un certain nombre de nos concitoyens d'émettre des hypothèses. Oui, le stress du Covid, le stress du pouvoir, etc. Et donc, il a eu le souci, et ça, c'est un trait d'image d'ailleurs qui correspond profondément à sa nature, c'est l'authenticité. On le voit bien dans les hommes politiques ou les femmes politiques qui peuvent se présenter parfois à la magistrature suprême, cette question de l'authenticité et de la capacité à ne pas jouer un rôle, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre que la personnalité qui est la sienne en réalité. Ça, c'est un trait qui lui est profondément attaché, qui lui est propre, et qui s'est vérifié dans cette question de la gestion de sa transformation physique personnelle. Marcelo Vestred, c'est mon côté papier glacé, amateur de magazines de papier glacé, ou alors c'est un vrai sujet pour vous? Non, c'est un vrai sujet, puisque l'image, c'est quand même extrêmement important dans une époque aussi médiatisée que l'est aujourd'hui le débat politique. Moi, j'ai un souvenir très précis. On avait fait au Parisien la première interview où il a parlé de ça. Et en fait, on sortait de l'été. On avait vu que ses sourcils étaient tombés et on avait demandé un petit peu en amont, est-ce qu'on y va? Parce que même pour des journalistes politiques, on est un petit peu à la marge. Mais c'est quand même un sujet. D'ailleurs, il en a fait un sujet presque de santé publique. Il a essayé d'aller au-delà de son cas personnel et c'est plutôt bien vu. Mais je me souviens qu'on avait fini par ça. On savait pas, même ses équipes ne savaient pas s'il allait en parler. Et puis, pendant que l'un d'entre nous posait la question, il disait, allez, sortez les rames. Il rigolait un peu. Il savait qu'il devait en passer par là. Et c'est quelque chose, ensuite, il a fait plusieurs émissions, y compris sur TF1, à des heures de grande écoute pour pouvoir en parler, assumer. Et c'est quelque chose... on est loin de 2027, mais justement, le temps va lui permettre d'assumer cette transformation d'image. Alors Mathilde, je vous donne la parole dans un instant, mais Laure Salvin veut intervenir sur ce thème. On vous écoute. Oui, juste un point, effectivement. Je pense qu'au-delà de l'aspect physique, c'est aussi quand même, ce qui est important, c'est la maladie. Et ça, je pense que dans l'opinion publique, c'est quelque chose de très important. Être transparent sur son état de santé, la capacité aussi à gouverner. On se souvient quand même du choc que les Français avaient eu, effectivement, avec François Mitterrand, et notamment le fait qu'il ait caché sa maladie pendant de nombreuses années. Et donc, je rejoins là-dessus aussi Franck Morel, qui disait effectivement qu'une des caractéristiques et des singularités en tant qu'homme politique d'Édouard Philippe, c'est l'authenticité, c'est la transparence. On le voit effectivement là sur son aspect physique, sur sa maladie, dont il parle effectivement très, très facilement, mais aussi au moment du Covid, où ce qui a marqué les Français, et c'est là où on a vu que sa cote de confiance remontait dans les sondages, c'était quand il a commencé à dire aux Français « Moi aussi je doute, moi aussi je peux avoir peur » et oui, on a fait des erreurs dans cette gestion du Covid, mais on est en train de les rectifier. Donc, ce côté très humain, très à la portée finalement de tout le monde. Allez, on boucle ce chapitre physique, si j'ose dire, avec vous, Mathilde Sirot. On peut, si on se projette là à l'horizon 2027, c'est l'objectif de ce débat, on peut se dire aussi que les Français ont eu le temps de s'habituer au nouveau visage d'Édouard Philippe, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est quelque part sa chance de pouvoir installer sa nouvelle apparence dès maintenant, d'habituer les Français à ce physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il en a beaucoup parlé, y compris dans la presse écrite, mais à la télévision, pour rassurer. Parce qu'effectivement, avec un tel changement, on peut se demander de quoi il souffre. Donc il a vraiment banalisé aussi tout cela. Et c'est vrai que quelque part, il peut, de la manière avec laquelle il l'amène, ça peut aussi créer une forme d'empathie, c'est-à-dire que se reconnaître dans une personnalité politique qui assume un changement physique, de souffrir d'une pathologie et d'en parler assez librement et directement. Allez, il nous reste beaucoup de temps et c'est bien parce qu'on va décortiquer la stratégie d'Édouard Philippe pour 2027. D'abord, peut-être tout simplement en l'écoutant. C'était le 15 septembre dernier, lors de la rentrée de son parti politique Horizon. Notre Horizon,
ce n'est pas celui d'une simple élection, fût-elle la plus prestigieuse ou la plus importante. Notre horizon, ce n'est pas un horizon tactique, omnubilé par la perspective d'une bataille électorale. C'est au contraire de construire un mouvement et une stratégie qui permettent de mettre en œuvre durablement la politique nécessaire au pays. 4 ans pour un sprint, c'est long. 4 ans pour préparer un triple marathon, c'est presque court. Mathieu, je me tourne vers vous, Édouard Philippe, qui a préféré pour l'instant se replier dans sa mairie du Havre plutôt que de profiter de la tribune qu'offre par exemple l'Assemblée nationale ou un poste de ministre plus récemment. Est-ce que c'est un bon choix ? C'est une bonne situation, ça, maire du Havre ? Tout dépend en fait de ce que l'on va en faire et surtout ce que l'on ambitionne pour la suite. En refusant de réintégrer l'Assemblée nationale pour se consacrer à sa mairie, il a quand même fait un sacré pari, Édouard Philippe, celui de se mettre en réserve de la République, comme on dit. Il est parti au sommet de sa popularité avec un bilan dont il n'avait pas à rougir et il pensait pouvoir cultiver dans l'opinion à la fois la nostalgie de sa propre personne et puis sans se laisser entraîner dans le maelstrom de la politique quotidienne qui occupe, qui salit, enfin bref, tout ce que vous voulez. La plus sûre solution, selon lui, c'était de garder de la hauteur et de s'imposer comme un homme providentiel. C'est le problème avec les gaullistes, ils rêvent tous de 1958. Mais c'est une ligne de crête assez fine, car se mettre en retrait pour se faire désirer, c'est aussi prendre le risque de finir par se faire oublier. Et en politique, quand vous prenez du champ, vous apercevez assez vite que gérer votre popularité ne suffit pas. Il faut se rappeler au bon souvenir des Français, d'où l'envoi régulier de ce qu'on appelle des cartes postales, sous forme d'interviews, sous forme de déplacements, sous forme de livres. Évidemment, Édouard Philippe n'échappe pas à cette règle. Oui, mais alors dans une démocratie qui se joue désormais en temps réel sur les réseaux sociaux, où chacun tweet plus vite que son ombre, où un buzz chasse l'autre, c'est difficile parfois d'exister quand vous n'avez pas les mains dans le cambouis, quand vous n'êtes pas là où ça se passe. Je vous donne un exemple. Sa dernière interview, par exemple, au journal L'Opinion, dans laquelle il pose quand même un sacré jalon en disant que l'exécutif ne réforme pas grand-chose. On ne réforme pas grand-chose, dit-il, mais on voit bien qui est visé. C'est passé complètement à la trappe de l'actualité. Pourquoi ? Parce que le soir même, Emmanuel Macron avait parlé de cet envoi potentiel de troupes en Ukraine. Donc, vous voyez, quand vous êtes un pas de côté, vous prenez parfois le risque de finir dans le fossé de l'actualité. Pour Édouard Philippe, l'exercice, il est doublement délicat parce qu'il lui faut à la fois trouver le bon moment pour rentrer dans l'atmosphère. Le plus dur, c'est pas tellement de décoller dans les sondages, c'est surtout de gérer l'atterrissage. Et ça, on voit bien que c'est toute la question qui se pose. Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est dans 1 an ? Est-ce que c'est dans 2 ans ? Et puis, deuxième souci, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment se démarquer sans trahir. Ouais, alors, si on regarde un peu dans notre histoire récente, des réservistes de la République qui réussissent, on en trouve, ça existe ? Alors, parfois, ça marche. De Gaulle, j'en parlais tout à l'heure, évidemment. Mais faute de circonstances historiques, c'est souvent plus compliqué que ça, quand même. Jacques Chirac, en 93, il avait décidé de se mettre en retrait, pas vraiment en réserve de la République, mais en retrait, et de laisser son ami de 30 ans, Édouard Balladur, occuper les premiers rôles. Ça s'est quand même fini par une bataille au couteau. Et à 600 000 voix près, au premier tour de la présidentielle de 95, son avenir aurait pu lui échapper. À droite toujours, Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, ses faux adieux en 2012, lui aussi se met en réserve de la République et il tente un comeback justement à coup de carte postale, comme ça, des bouquins, des interviews, avant de se fracasser dans la primaire. Mais l'exemple qui parlera sans doute le plus à Édouard Philippe, c'est quand même celui de son ancien mentor, Alain Juppé, dont il fut directeur de campagne. Ancien Premier ministre, comme lui, retranché dans sa mairie, comme lui, caracolant dans les sondages, comme lui, et battu à plat de couture par un François Fillon dans la primaire. François Fillon qui avait fait, lui, le choix de demeurer à l'Assemblée nationale. De demeurer à l'Assemblée nationale. Alors, peut-il faire mentir finalement ses références historiques ? Mathilde Sirot, votre avis, comment il gère ce temps long, Édouard Philippe ? C'est sa principale difficulté. Il a quitté Matignon en 2020. L'élection présidentielle a lieu en 2027. Cette année, retiré des responsabilités nationales, c'est vraiment son sujet principal. On voit bien qu'il essaye d'exister sans tomber dans la polémique et la petite phrase et disparaître sans vraiment se faire oublier. C'est un dosage quotidien, c'est un dosage compliqué. On a bien vu qu'à la nomination de Gabriel Attal début janvier, il y a eu une petite fébrilité de sa part qui a déclenché beaucoup plus de déplacements, d'expressions, d'articles de presse, etc. Et d'ailleurs, ce matin, dans Le Parisien, Bruno Le Maire aussi pose quelques actes pour 2027 et il dit « Je ne me prépare pas, j'agis ».
Et ce qu'avait dit Édouard Philippe dans le journal Le Point il y a 1 an et demi, c'est « moi j'apprends, je me prépare ». Donc on voit bien là le décalage entre celui qui est en retrait et celui qui est en responsabilité et qui pense pouvoir avoir un avantage aux yeux des Français. Marcelo Westrel, il laboure le territoire. Il est où en ce moment, Édouard? Il est à 16 000 km d'ici, il est en Nouvelle-Calédonie, terre qu'il adore. Souvenez-vous qu'à sa passation de pouvoir, quand il laisse les clés de Matignon à Jean Castex, il fait un développement sur l'archipel en disant c'est le plus extraordinaire, etc. Ça l'a marqué comme Premier ministre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Premiers ministres qui se sont emparés de ce dossier dans notre histoire. Oui, donc alors Rocard, dont il est intellectuellement proche, en tout cas dans sa début de carrière, il était assez proche des thèses rocardiennes. C'est plus le cas des premiers ministres depuis Édouard Philippe. Castex s'en est pas occupé, Elisabeth Borne non plus, Attal il a d'autres chats à fouetter. Là il y est, il était à La Réunion il y a pas très longtemps, il fait ses déplacements assez loin de l'actualité avec effectivement ce risque parfois d'être oublié. Ce qui ne fait pas c'est les grandes interviews, mais ce qui fait de temps en temps c'est d'embarquer quelqu'un, un journaliste, pour dire des petites choses, commencer à marquer. Donc, par exemple, sur l'agriculture, crise agricole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce serait bien quand même qu'il y ait une vision stratégique. On n'en a pas. Donc, ça commence quand même à être de plus en plus acéré par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. La partie libre dans la phrase loyale mais libre prend petit à petit de plus en plus d'importance. Sur la stratégie, Franck Morel, de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est pas justement pour ne pas se démarquer trop rapidement d'Emmanuel Macron? Parce que il siégerait à l'Assemblée nationale, on serait en permanence en train de se dire, voilà, est-ce qu'il vote le texte, est-ce qu'il le soutient, est-ce que c'est un tribun qu'on aurait cherché à entendre tous les jours? Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce type de questions, mais il peut y avoir aussi le fait d'avoir pris en compte, dans le cadre des règles de cumul des mandats, le fait que le choix était entre le fait de siéger à l'Assemblée nationale et le fait de rester maire du Havre. Or, être maire d'une grande ville, c'est aussi être en capacité d'avoir une politique dans sa ville, de se servir de cette ville comme d'une sorte de vitrine, entre guillemets, dans les instruments utilisés et dans les mesures qui peuvent être prises et qui peuvent être transposables. Moi, je voudrais revenir sur la gestion du temps. Dans le panorama que vous avez dressé, il y a un personnage aussi qu'on pourrait citer, et d'ailleurs l'expression en réserve de la République a été inventée pour lui, c'est Georges Pompidou. Georges Pompidou qui a été, entre guillemets, en réserve de la République, ancien Premier ministre, et qui ensuite, effectivement, est arrivé à l'Élysée. Mais la gestion du temps, c'est effectivement le souci pour Édouard Philippe de ne s'exprimer que lorsqu'il pense que sa parole aura du sens. On le voit bien, il y a plusieurs stratégies possibles dans l'intervention de différents acteurs politiques. Il y a d'une part ceux qui souhaitent être, entre guillemets, sur toutes les balles, c'est-à-dire qui vont vouloir occuper le terrain et qui vont vouloir saturer, entre guillemets, ce qui peut être, dans certains cas, une stratégie. Par exemple, Nicolas Sarkozy, à une époque, utilisait cette stratégie de manière extrêmement vive, être sur toutes les balles. Et puis, il y a la stratégie qu'utilise Édouard Philippe, qui est de se dire « je ne vais utiliser cette parole publique que lorsque je pense qu'elle va apporter quelque chose au débat public et à la construction, justement, du projet sur le long terme que je suis en train de bâtir. Mais avec le risque, Mathieu le disait tout à l'heure, quand une parole est le plus rare, de temps en temps, elle peut passer à la trappe. Il y a toujours des risques dans toute posture, bien évidemment. Mais je reprendrai l'expression qui était utilisée tout à l'heure dans son propos de course de vitesse, de sprint, ou de la sprint et marathon. Voilà, la présidentielle, si on se place aujourd'hui, c'est d'abord une course d'endurance et ensuite, au bout du bout, un sprint. Et pour l'instant, il faut tenir dans cette course d'endurance. Oui. Avec Mathieu, allez-y. En fait, je trouve qu'il y a une vraie question pour Édouard Philippe. C'est pas tellement de savoir s'il ira, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait qu'il veut y aller. C'est même pas tellement de savoir quand, c'est de savoir ce qu'il veut raconter. Et moi, je trouve que ces longues années mises à travailler n'ont accouché, pour l'instant, de ce qu'on en voit. Parce qu'il considère que c'est trop tôt pour non, sauf que c'est pas hyper original. Je veux dire, je veux remettre de l'ordre dans la rue et mettre de l'ordre dans les comptes. Il faut que la dette baisse et puis que l'éducation soit au cœur de tout et qu'on transforme la société à partir de ça. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je veux dire, personne va identifier un projet. Il a du temps pour travailler. Il pourrait en revenir non pas avec des idées révolutionnaires, mais avec l'idée de voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je vais changer. Si je peux rebondir là-dessus, parce que effectivement, là aussi, ça peut être une interrogation stratégique. Est-ce qu'il faut sortir
sortir très vite avec des choses très très concrètes, des propositions, avec le risque effectivement dans un temps très très long de s'épuiser et de démonétiser des propositions, ou est-ce qu'il faut rester sur ce que vous avez appelé fort justement des cartes postales, c'est-à-dire des séquences thématiques de temps en temps? Moi, je pense que ce qui est important pour l'instant, c'est peut-être de considérer les valeurs, le corpus de valeurs. Et pour identifier ce corpus de valeurs et faire écho à ce qui était dit tout à l'heure sur le spectre politique assez large qu'embrasse Édouard Philippe, je me remémore les deux personnalités politiques dans le discours de politique générale qu'avait prononcé Édouard Philippe, auquel il avait fait référence, qui étaient Michel Rocard, vous l'avez évoqué, et Jacques Chaban-Delmas. Et le point commun de Michel Rocard et Jacques Chaban-Delmas, c'est chacun dans leur camp d'avoir été des défricheurs, d'avoir été des modernistes, d'une certaine manière, et puis d'avoir voulu aller au-delà, justement, des pesanteurs de leur camp, avec beaucoup de profondeur dans les deux cas, et deux personnalités qui ont marqué. Et je crois que ces deux noms donnent un bon indice, un bon indicateur, justement, de l'esprit dans lequel, effectivement, l'ADN politique d'Édouard Philippe peut s'inscrire. Un mot des concurrents déclarés, de plus en plus déclarés, notamment Bruno Le Maire, Marcelo Westphal, avec peut-être autour de la question des comptes publics, de la dette. Je pense que là, on va trouver un point commun entre les deux, en tout cas dans leur communication récente. C'est vrai qu'en ce moment, ils se disputent un peu le même segment, ou en tout cas la même thématique, puisqu'ils sont tous les deux sur la question des comptes publics, dans des positions qui sont très différentes. Bruno Le Maire, il est en place au gouvernement depuis 7 ans, à la tête d'un Bercy comme on n'a jamais vu, quasiment. Il a même l'énergie maintenant. Or, ils ont quasiment le même âge. Ils sont tous les deux passés par l'ENA, tous les deux se piquent d'être des littéraires, ils écrivent des livres, ils sont dans des collections prestigieuses, etc. Ils se ressemblent beaucoup. Et ça va être un sujet pour les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parti sur une course de lenteur, comme il dit, mais qui est sur ces thématiques-là, et identifié seulement sur ces thématiques-là. Et il y en a un autre qui est à l'Assemblée tous les jours et au gouvernement, et qui est aussi sur ces thématiques-là. Donc il y a deux places, enfin en tout cas ils sont très nombreux sur ce segment-là. Ils n'ont pas tout à fait le même bilan. Édouard Philippe part de Matignon avec des comptes publics qui sont dans une situation, alors le Covid est passé par là, mais bien plus présentable. Et dans toute l'énergie que met Bruno Le Maire à se la jouer par la rigueur depuis quelques jours, c'est aussi pour ne pas avoir à porter ce bilan, parce que tout le monde va lui dire, mais enfin de quoi vous parlez, c'est vous qui avez creusé la dette. Donc là, il en rajoute pour devenir plus dur que... Mais les résultats, Mathieu, en termes de finances publiques à l'époque d'Édouard Philippe, n'étaient pas non plus rayonnantes. On n'était pas... C'était avant le Covid, c'était pas rayonnant, mais c'était meilleur que ce qu'on avait jamais connu. Avec quand même sur les déficits. Et puis d'un mot rapide, peut-être Laure Salvin, rappeler, on l'a déjà dit sur ce plateau, que même parmi les électeurs de droite, la thématique de la dette n'a plus vraiment le vent en poupe, on peut dire ça comme ça ? Alors, je dirais, n'avait plus le vent en poupe. Ce qu'on voit aujourd'hui dans nos données d'opinion, c'est qu'effectivement, la dette, les déficits publics reviennent petit à petit, notamment auprès des sympathisants de droite, comme un sujet de préoccupation, en tout cas d'intérêt. C'est vrai qu'au moment du Covid, cette préoccupation-là avait complètement disparu. Aujourd'hui, on voit effectivement qu'elle grimpe petit à petit. Elle n'est pas dans les 4-5 premières priorités des Français, bien sûr, mais enfin, elle reprend du poil de la bête, clairement. Merci, un peu de lucidité ou de réalisme, je ne sais pas. Bref, un destin présidentiel, ça dépend aussi de ses soutiens, évidemment. On va en parler tout de suite avec Mathias Arez, les soutiens parlementaires d'Édouard Philippe. Rebonsoir Mathias. Donc c'est aussi, on le rappelle, un chef de parti qui peut s'appuyer sur des parlementaires. Et oui, à l'Assemblée nationale, il y a un vrai groupe estampillé Horizon. Il compte 30 membres fermes et un apparenté. Alors au Palais Bourbon, les philippistes, comme on les appelle, font partie de la majorité présidentielle. Ils poussent dans le sens de la Macronie et travaillent avec les autres composantes du camp de l'exécutif, même si parfois ils font preuve d'indiscipline et de liberté vis-à-vis des orientations du président de la République. Ici au Sénat, c'est un petit peu plus subtil. Les membres du parti d'Édouard Philippe se regroupent sous la bannière du groupe Les Indépendants, présidé par Claude Malhuret. Alors sur 18 membres dans le collectif, seulement 8 sont encartés chez l'ancien Premier ministre, même si, in fine, les troupes sont plus ou moins sensibles à son discours.
Concernant la ligne, les indépendants ne font pas partie de la majorité sénatoriale ici, mais ils ne sont pas vraiment non plus dans l'opposition. On parle d'une opposition constructive, même si on le sait, Claude Malhuret n'aime pas vraiment ce terme. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux groupes parlementaires qui ont le vent dans le dos ? Un petit peu, oui. Fin février, Pierre Henriet, député de Vendée, Bertrand Bouy, député du Calvados, quittaient le groupe Renaissance pour rejoindre les rangs d'Horizon, des débauchages qui sont restés un petit peu en travers de la gorge de la majorité présidentielle, puisque suite à ça, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à la haine, avait décidé de suspendre les réunions politiques avec ses partenaires d'Horizon, Laurent Marcangeli et Jean-Paul Mattei pour le MoDem. Mais ce n'est pas mieux non plus du côté de l'autre côté de l'échiquier politique, puisque pas plus tard que mardi dernier, Alexandre Vincendet, député LR du Rhône, déjà largement Macron-compatible, franchissait de gré ou de force lui aussi le Rubicon au Sénat. Le groupe composé de 11 membres en 2017, pour la plupart tous issus des Républicains ou de l'UDI à l'époque, continue de grandir. Je le disais, il compte aujourd'hui 18 membres. Doucement mais sûrement, il continue de se gonfler ce groupe. Oui, ça pourrait continuer ? Oui Thomas, effectivement, selon toute vraisemblance, après les européennes, il pourrait finalement y avoir la fameuse recomposition politique dont on nous parle depuis plusieurs mois maintenant et qui fait beaucoup parler ici dans les couloirs du Palais. Alors, si crash de la liste Bellamy, il devait y avoir le 9 juin, les moins ciotistes ou vauquiéistes des LR pourraient être tentés de changer d'écurie. On le sait, même si beaucoup restent fidèles à la marque Les Républicains dans l'hémicycle qui se trouve au-dessus de nos têtes, Édouard Philippe à la cote au Sénat, et il se dit même qu'il pourrait embarquer quelques poids lourds avec lui du côté de l'Assemblée. Même logique, quand la course à l'Élysée sera réellement lancée, l'aile droite de la Macronie et les LR constructifs pourraient se réunir sous la bannière Horizon pour pousser derrière leur champion. Merci beaucoup Mathias. Mathilde Serrault, il y a quelques ministres évidemment dans l'équipe d'Édouard Philippe, mais est-ce que vous diriez qu'il y a quand même un petit manque de tête d'affiche aujourd'hui ? Il a, en fait, Édouard Philippe, il prend le contre-pied d'Emmanuel Macron sur la préparation de sa campagne présidentielle, dans le sens où il a choisi une espèce de structuration très sérieuse, très besogneuse qui vient du terrain, des mairies, donc maillage des territorial, élus locaux, qui ne sont pas forcément des stars, même s'il a aussi des grands maires avec lui, comme Christian Estrosi, le maire de Nice. Et donc il choisit plutôt d'ancrer lui, son parti Horizon dans les territoires auprès des élus locaux, pour le moment venu avoir derrière lui beaucoup de relais partout en France et donner à voir tout un collectif autour de lui. Et d'ailleurs, pour lui, le moment qui sera certainement assez important, ce sera les municipales de 2026, un an avant l'élection présidentielle, où là, il a quand même plusieurs milliers d'élus locaux derrière lui. Peut-être que d'ici là, d'autres vont le rejoindre. On est la présidente de la région Pays de Loire qui l'a rejoint récemment. Et là, on pourra peut-être avoir aussi une carte de France avec beaucoup de relais pour lui, ce qui sera le contre-pied d'un Emmanuel Macron qui, lui, est parti un peu sabre au clair et en solitaire au dernier moment en 2017. Marcelo Estrella, est-ce qu'il a là-dessus de l'avance sur notamment certains ministres aux ambitions présidentielles ? Lui, il a annoncé la couleur, il a un parti qu'il a fondé, donc il n'y a pas de mystère. Alors que quand vous êtes au gouvernement, c'est difficile de faire les deux choses. Il a pour l'instant, il revendique 24 000 adhérents. C'est pas énorme, mais effectivement, comme Mathilde l'a dit, on est sur une stratégie de maire. D'ailleurs, le numéro 2 de son parti, c'est Christian Estrosi, c'est-à-dire c'est celui qui dirige l'Assemblée des maires. Donc c'est vraiment une stratégie différente. C'est vrai qu'il manque pour l'instant de porte-voix un petit peu identifiés. Le ministre Christophe Béchu, qui est un peu son bras droit à toute la transition écologique au gouvernement, mais on ne peut pas dire que les gens l'identifient comme étant le lieutenant d'Édouard Philippe. Mathilde ? En revanche, un qui a souvent des déclarations plutôt favorables à l'égard d'Édouard Philippe, c'est Gérald Darmanin. Alors, lui aussi laisse entendre qu'il pourrait, le moment venu, peut-être tenter quelque chose, mais on voit bien qu'il est proche d'Édouard Philippe depuis longtemps, ils ont des liens assez étroits, et que ça pourrait peut-être même être le Premier ministre à rejoindre Édouard Philippe au moment où il le trouvera opportun. On écoute Claude Malhuret sur cette stratégie de maillage territorial, le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat.
C'est une victoire de la stratégie de construction du parti d'Édouard Philippe. C'est une construction progressive, c'est une construction qui s'appuie sur les territoires et même sur les communes, beaucoup plus que sur les départements ou les circonscriptions, ce qui en fait un parti très, très à part. Et visiblement, cette stratégie, elle est payante. Alors j'ai oublié de le dire parce que ça rend le sonore quand même plus compréhensible. C'est au soir des élections sénatoriales où effectivement il y a eu une progression des élus d'Édouard Philippe. Mathieu. Oui, il a une stratégie vintage, Édouard Philippe. Il fait tout à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il crée son parti, il l'implante dans les territoires. Je le disais tout à l'heure, ses idées sont un peu les vieilles recettes de droite, mais il pense probablement qu'on a eu beaucoup de nouveautés avec Emmanuel Macron, en tout cas beaucoup de promesses de nouveautés, beaucoup de chamboulements. Lui qui assume d'être un homme de droite fait le truc à l'ancienne, avec une spécificité qu'il a dans le paysage politique, c'est que c'est quelqu'un qui a des convictions, qui les défend, mais qui pour l'instant n'a jamais été dans l'agressivité, n'a jamais été dans le sectarisme. Or, on est quand même dans un paysage extrêmement polarisé, avec un niveau de tension très élevé, et pour le coup, dans le paysage politique, je trouve que c'est à peu près le seul à qui on ne peut pas dire il y a eu des punchlines agressives contre tel ou tel. Il a cette image de courtoisie et d'une certaine façon d'une forme d'élégance. Est-ce un atout ? On peut le penser, on le verra dans les mois et dans les années qui viennent. Laure Salvin, vous vouliez intervenir peut-être sur ce point-là, et je veux bien vous entendre aussi sur l'ancrage territorial, le choix que nous rappelait Franck Morel tout à l'heure, c'est-à-dire il choisit d'être maire d'une grande ville, maire du Havre. Est-ce que ça pèse ça aussi dans l'opinion ? Oui, tout à fait. Alors d'abord sur ce côté effectivement non polémique, je crois que ça fait partie aussi de la singularité d'Édouard Philippe, y compris d'ailleurs pendant la gestion de la crise Covid, où finalement ce qui était ressorti dans l'opinion des Français, c'était ce calme, ce côté gestion des risques dans le calme et sans énervement. L'absence d'agressivité aussi aujourd'hui est une valeur très recherchée en politique. Depuis les élections législatives et les différentes passes d'armes qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale, notamment entre LFI et le gouvernement, les Français aspirent à davantage d'apaisement, effectivement. Donc ça fait partie de sa singularité et d'une qualité qu'il continue, j'imagine, à cultiver en attendant la campagne. Et puis le deuxième point qui est sur la territorialité, effectivement, finalement il utilise la recette de Jacques Chirac, très traditionnelle, comme vous le disiez Mathieu. C'est vrai qu'il a une démarche très ancrée dans l'expérimentation par les terrains, l'innovation aussi par les territoires. Et ça, je crois que c'est très, je suis même sûre, c'est très valorisé par l'opinion aujourd'hui. Effectivement, les Français considèrent que tout ne peut plus venir du central et du national, mais c'est bien au sein des territoires qu'il y a des expériences à faire remonter au niveau national. Un mot des élections européennes, on n'a toujours pas le détail de la liste de la majorité présidentielle. Franck Morel, est-ce que c'est parce que Édouard Philippe est un peu trop gourmand ? Je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors je vais le poser différemment. Est-ce qu'il peut légitimement l'être, vu sa popularité, son poids politique aujourd'hui ? Il peut réclamer ce qu'il pense être la juste représentation de son mouvement politique. Il y a 2 élus sortants et il est peut-être question qu'il y en ait 2 ou 3 effectivement en position éligible sur la liste. On verra bien. Moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez souligné et qui est aussi à mettre en lumière par rapport à l'absence d'agressivité et la sérénité des débats. Je pense que là aussi, c'est un trait de personnalité extrêmement fort et là aussi qu'on ne rencontre pas chez l'ensemble des autres dirigeants politiques, c'est la capacité, la maturité d'intégrer et d'entendre une opinion qui n'est pas celle qu'on lui prête. Et ça, en tant qu'ancien conseiller, pour avoir eu l'occasion avec un certain nombre d'acteurs de le vivre, c'est quelque chose de très précieux et de très important, parce que ça évite, par exemple, la courtisanerie. Quand vous êtes capable d'entendre une opinion qui n'est pas forcément celle que l'on vous prête, c'est quelque chose qui va participer puissamment à la construction de votre réflexion. Et c'est quelque chose qui se voit, cette capacité, cette maturité, c'est le terme que j'emploierais, cette maturité de la réflexion qui aussi participe de l'authenticité, c'est-à-dire la volonté
très tranquillement, très sereinement, très complètement et de manière documentée d'avoir son opinion. Je vais vous donner un exemple. Quand Édouard Philippe s'était exprimé sur la question des retraites, il y a quelques temps déjà, et qu'il avait mis dans le débat public, dans la réflexion publique, le chiffre de 67 ans. On pouvait se dire, oulala, c'est un sujet extrêmement sensible, éruptif, il va le payer en cote de popularité. Il ne l'a pas du tout payé en cote de popularité, parce que nos concitoyens lui ont sans doute su gré d'avoir défendu quelque chose qui lui paraissait nécessaire, pertinent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le partagent sur le fond, mais ça veut dire qu'ils ont reconnu d'une certaine manière cette authenticité à mettre dans le débat une véritable réflexion. D'après vous, Marcel Westreit, je reprends ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le fait que pour l'instant, peut-être que Édouard Philippe juge que c'est trop tôt, il n'y a pas encore de colonne vertébrale, on pourrait dire ça comme ça. Vous le sentez poindre ça, c'est-à-dire le moment où il va commencer à nous délivrer de son programme politique et des virages éventuellement importants? Honnêtement, j'arrive pas à me faire une religion, c'est-à-dire que je suis frappé également par le fait qu'en ce moment, il occupe le terrain avec des thématiques déjà vues. Par exemple, lors de sa rentrée politique, pas celle-ci mais la précédente, il était monté sur le thème de la récidive. Bon, c'est un thème classique à droite, etc. Alors, est-ce qu'il se garde en réserve un certain nombre de cartes pour pouvoir les abattre au moment où les choses vont s'emballer? Peut-être, mais attention, effectivement, il faut aussi être un moment attractif, être identifié sur des thématiques un peu modernes. Pour l'instant, il a un discours qui est plutôt catastrophiste d'une certaine façon. Attention à la catastrophe climatique, attention à la catastrophe de la dette, etc. Donc il y a aussi un moment dans le vote où vous avez besoin d'un peu d'enthousiasme, quelque chose qui soulève les foules. Et si vous avez une structure qui est composée plus d'encadrants que de foule, aujourd'hui, un Jordan Bardella, c'est 1 million d'abonnés sur TikTok. C'est vraiment deux approches différentes, mais à un moment dans la campagne, il faudra créer le désir. Votre avis là-dessus, Mathilde? Effectivement, la question qui va se poser aussi pour Édouard Philippe, Mathieu a parlé de vintage, on pourrait dire aussi le classicisme, le côté très classique du personnage. À un moment donné, il devra montrer s'il a vraiment ce supplément d'âme à même d'emmener un pays dans une campagne présidentielle. Et si on ne voit pas très bien, effectivement, comme le disait Marcelo, aujourd'hui, ce qu'il pense ou ce qu'il propose pour la France, il a en tout cas un bilan quand même, ces 3 années à Matignon, où on a vu des sujets et des réformes qui n'étaient pas toutes très populaires. Les 80 km/h, la limitation de vitesse sur les routes départementales, ça a beaucoup crispé sur le terrain, mais aussi les 5 € de hausse des APL. Et c'est lui quand même dans le débat sur les retraites. Alors évidemment, il a aussi toute cette préoccupation sur les comptes publics qui a mis l'âge 64 ans à l'époque dans le débat. Oui, effectivement. Un mot, 30 secondes, vous avez côtoyé les deux hommes, ils ont des caractères très différents, Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Oui, ils ont des caractères assez différents. Je connais beaucoup moins Emmanuel Macron, donc ça m'est compliqué de vous répondre complètement. Mais en tout cas, l'un des points saillants, moi, que je vois dans le caractère d'Édouard Philippe, c'est justement cette capacité sereine à se plonger dans la réflexion autour d'un thème et d'être capable de se forger une opinion sur ce thème pour la décision. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain 18h, 22h. Notez que l'invité de la matinale, demain ce sera l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et puis pour terminer, je voudrais dédier cette émission à Laetitia Krupa. Laetitia, elle est morte ce matin à l'âge de 48 ans. C'est dur de dire ça, elle laisse un vide immense. C'était une belle personne, elle croquait la vie. C'était une journaliste de talent. Elle était 100% journaliste, Laetitia. Indépendante, curieuse, incisive, audacieuse, sans idées préconçues, ouverte sur le monde, à l'écoute des autres. Depuis des mois, jusqu'en janvier dernier, alors qu'elle combattait la maladie, elle a assuré, elle tenait l'antenne, elle assurait ses chroniques, elle gardait sa place dans l'émission. Elle va nous manquer, beaucoup nous manquer, humainement, professionnellement, et ce soir, en lui rendant hommage. Avec toute l'équipe de Sens Public, on est tous très émus. On pense à sa fille, Rose, on pense à ses parents, Mireille, Jean-Claude, à ses amis, à ses collègues. Voilà, ciao. Profitez de la vie tant qu'elle est là.